Bon, écoutez, on va commencer en pensant que M. Antoine Motte va arriver. Il est sur son stand à côté. D'accord? Alors, bienvenue à tous. Et ceux qui ne sont pas assis peuvent venir s'asseoir. Ça fait drôle d'avoir tous ces trucs-là vides. Donc, notre thème, c'est « Votre entreprise sera-t-elle au rendez-vous de la 3e révolution industrielle ?» C'est quoi cette 3e révolution industrielle? Je voulais rappeler, vous pouvez aller sur le Hub Transition Numérique et vous verrez l'interview de Jérémy Rifkin qui explique très très bien la chose. En effet, on est dans quelque chose pour le moment, dans une ère, dans un moment qu'on appelle disruptive, qui est l'équivalent de ce qu'a été la première révolution industrielle et la deuxième. C'était quoi la première? Le charbon, la machine à vapeur. Et la machine à vapeur eh bien, a permis de faire qu'on change le transport ferroviaire, navigable, etc. Et à ce moment-là, tout se transforme. Des pans de métier tombent, les diligences, il n'y en avait plus, des cow-boys non plus, et arrivent d'autres entreprises. C'est l'époque aussi où il y a eu l'industrialisation de l'imprimerie. Là aussi, un ensemble d'emplois sont tombés, c'était les copistes, les moines, etc. Et puis l'imprimerie est arrivée, qui a créé d'autres emplois. La deuxième, ça a été l'énergie électrique, les télécoms et le réseau hertzien, téléphonique, nouveaux réseaux, nouvelles façons de commercer, nouvelles façons de travailler, etc. Aujourd'hui, c'est la synergie qui est entre deux choses, les énergies renouvelables et surtout, en effet, cette nouvelle infrastructure et le numérique qui arrive et qui transforme tout, la façon de produire, la façon de travailler, la façon d'acheter, etc. Donc, avec moi, pour vous en parler, vous verrez sur le slide qui va passer, j'ai mis quelques livres qui me semblent importants de lire, Petite poussette de Michel Serres, la 3e révolution industrielle, et puis mes invités pourront en parler peut-être d'autres. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, pour en parler, 4 grands témoins. On ne va pas parler de celui qui est absent, qui est à côté, qui va arriver. Nous avons Tennessee Veldeman, qui est fondateur d'une start-up qui s'appelle site-analyseur.com, qui en parlera. Nous avons la personne Christine, heureusement qu'il y a une femme, Trottignon, parce que tout à l'heure j'ai vu passer tous les officiels, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Donc Christine Trottignon, qui est coordinatrice de la CCI Digital et responsable pôle tourisme, grands événements à la CCI Région Nord-de-France, je ne me trompe pas, et à mes côtés, Pascal Petit, qui est expert responsable du pôle veille technologique et juridique à Digital Wallonia, qui est venu de Belgique aujourd'hui, donc il a beaucoup de courage. Donc j'ai demandé à chacun de se présenter. À vous. Merci beaucoup. Alors je suis très heureux d'être dans un endroit aussi emblématique que celui-là aujourd'hui, que le Vélodrome, puisque en plus je suis natif de Roubaix, donc je me retrouve aujourd'hui chez moi et je vous remercie pour cette invitation. Donc je suis venu en régional de l'étape et en voisin pour répondre à cette invitation, également pour vous décrire un certain nombre de dynamiques qui sont à l'œuvre côté Wallonie sur l'industrie 4.0, dans le cadre de la nouvelle stratégie régionale en matière de numérique, et en particulier essayer de voir avec vous si des interlocuteurs peuvent être utiles pour réussir cette fameuse transition numérique vers cette 3e révolution industrielle. On en parlera un peu plus. Je finis le tour. Bonjour à tous, je suis également très heureuse d'être parmi vous pour échanger, partager sur ces enjeux majeurs que connaît notre société aujourd'hui et que connaît le monde de l'entreprise, puisque la CCI de région, les CCI Nord-de-France sont évidemment très impliqués dans tout ce qui concerne la 3e révolution industrielle, REV 3, et la transformation digitale de l'économie de notre société, qui est l'un des pans majeurs qui composent cette 3e révolution industrielle. À vous. Bonjour, donc moi je suis le fondateur de site-analyzer.com, qui est une start-up d'analyse de sites internet.
pour le but de l'outil est d'aider les entreprises dans leur transition digitale, simplement en leur apportant des outils. Aujourd'hui, on parle de big data, on a plein de données avec le numérique. On a trop de données, on est un peu perdu, on est noyé dans la masse. L'idée, c'était de mettre en œuvre des outils pour, simplement avec l'adresse d'un site internet, nous dire ce qu'on doit faire et nous guider dans la stratégie digitale. Je vais rapidement présenter Antoine Motte qui va arriver en cours parce que là, il est occupé, il est derrière. C'est le fondateur de machine3d.com, de robot3d.com et de le premier d'ailleurs qui est imprimante3d.com. Et alors justement, ce qu'il nous expliquera, c'est comment la robotique et comment l'impression 3D a cassé les modèles existants aujourd'hui. Donc on lui laissera cette partie. Mais ce que je voudrais poser comme première question à tous les trois, c'est qu'est-ce qui caractérise pour vous la troisième révolution industrielle? À vous l'honneur. En tant qu'invité extérieur. Bon, je pense qu'il n'y a pas de recette véritablement toute faite. Il y a véritablement ce que, d'ailleurs, vous avez parlé de livres tout à l'heure, qu'une personnalité du Nord-Pas-de-Calais, qui est Pierre Giorgini, a très bien théorisé dans son livre la transition fulgurante. Il y a une combinatoire aujourd'hui entre différentes disciplines et différents secteurs qui autrefois fonctionnaient en silo. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette puissance du numérique qui est en train de redéfinir finalement les contours de certaines industries traditionnelles, a fortiori l'industrie. Or, nous sommes des régions sœurs, des régions voisines, où l'industrie a toujours eu historiquement une part très importante, où elle a connu les crises que nous avons dû subir depuis plusieurs années, mais où le numérique aujourd'hui est l'occasion de réinventer l'industrie du futur et surtout de répondre à ce que Pierre Giorgini a très bien décrit comme étant le choc de productivité lié à cette combinatoire des technosciences. Donc véritablement, plus qu'une définition unique, je pense que c'est en fonction évidemment des besoins des interlocuteurs, du passé de certaines régions, mais bien évidemment, c'est surtout aujourd'hui la puissance combinatoire qui est capable, la façon dont on va être capable de combiner ces différentes aujourd'hui inputs pour véritablement construire ce que sera la Smart Factory, par exemple, de demain. Je lisais Michel Serres encore la semaine passée, et je notais qu'il disait « Ce n'est pas avec la trouille qu'on invente et qu'on fait l'avenir. » Et l'entreprise est face à un choix, résister ou se réinventer. Alors, je vais m'adresser tout de suite à monsieur qui fait fondateur d'une entreprise. Que pensez-vous de ça? Est-ce que vous, personnellement, qui êtes partie, vous m'avez expliqué, du secteur d'une grande entreprise pour créer votre start-up. C'est ça. Vous avez donc su qu'il ne fallait pas résister, mais réinventer, et vous n'avez pas eu la trouille de créer votre entreprise. Dites-moi un petit peu que vous étiez dans une grosse entreprise, vous avez créé, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, etc. Alors moi j'étais dans une plus grosse entreprise et je travaillais aussi pour le compte de grandes entreprises. Oui. Moi je pense que c'était une web agency. C'est ça. Hein, voilà. Moi je pense que c'est pas l'innovation qui est compliquée, c'est de s'y adapter. Et la difficulté de casser les codes, où tout va tout vite, très 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 vite. Aujourd'hui, dans mon secteur du web, de la data, on a de la concurrence qui est... nous on a nos concurrents sont en Russie, sont des Américains, et nous on est basé à Valenciennes. Et finalement on est très très compétitif parce que grâce à la data, grâce au numérique, grâce à tous ces nouveaux outils et tous ces codes qu'on est en train de changer aujourd'hui, tout est en train d'être bouleversé aujourd'hui. Vous, ce que vous avez fait, je continue une minute avec vous, vous m'avez expliqué une technologie qui permet de regarder, parce qu'il ne suffit pas de faire un site internet. C'est ça. Il faut qu'il soit bien fait, bien référencé, etc. Donc que faites-vous exactement? Aujourd'hui, tout le monde a un site internet où tout le monde très très facilement comprend qu'il a besoin d'un site internet. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'être numéro 1. Si on ne va pas sur la deuxième page de Google, on n'existe pas. Si on n'a pas un site qui se charge en moins de deuxième de seconde, on a perdu le client. Le problème, c'est que quand on travaille avec une agence web, elle va nous parler en technique, elle va nous parler dans un jargon particulier, et finalement, on ne sait pas si notre site internet il est bon ou il n'est pas bon. Moi, l'idée qui a été derrière ce projet d'analyse de site, c'est d'apporter un diagnostic qui est un peu le contrôle technique du site internet.
ou simplement en mettant l'adresse d'un site, on sait nous dire ce que vaut mon site internet et surtout ce que je dois chercher à améliorer vis-à-vis de mes concurrents. C'est-à-dire, est-ce que mon site est bien positionné sur Google? Est-ce qu'un concurrent est passé devant? Est-ce que finalement, c'est mes textes qui ne sont pas adaptés? Est-ce que c'est la sécurité qui n'est pas bonne? Est-ce que c'est simplement le code qui a été mal développé derrière alors que le site peut être très joli en apparence? Toutes ces choses-là sont traitées par des algorithmes qu'on a développés en interne et qui permettent de proposer aujourd'hui un outil en ligne très très efficace. Et vous qui avez su réinventer, dans votre structure, vous avez créé combien d'emplois? Alors là, on démarre tout juste, Oui. dans le sens où on n'est que 5 aujourd'hui. C'est déjà pas mal, 5 emplois. Voilà, c'est Temps déjà qui pas court. mal. Depuis octobre dernier, Oui. on devrait être une vingtaine d'ici les 2 prochaines années. D'accord. Moitié développeurs, donc moitié techniciens et moitié commerciaux. Oui. Dans le sens où on distribue en 3 langues, en français, anglais, italien. Et on a déjà des clients depuis novembre, des clients dans 60 pays différents, où on fait 75% de notre chiffre à l'export, hors Europe. Ok. Alors maintenant, je m'adresse à vous qui représentez la CCI Nord de France. Voilà. Vous m'avez dit au téléphone d'appuyer la transformation digitale et d'un point de vue sociétal. Et pour le moment, il y a une inadaptation du tissu économique. Comment justement la CCI qui a créé CCI Digital, si j'ai bien compris, comment vous faites pour aider les entreprises? Car on le sait aujourd'hui, les entreprises du secteur traditionnel s'adaptent mal au numérique et qu'en France, on a un gros problème à ce niveau. Alors ici, il y a peut-être des entreprises qui voudraient s'adapter, qui voudraient se transformer, qui voudraient se réinventer et pas seulement résister. Eh bien, comment peut-elle faire avec vous? Effectivement, comme dans toute grande révolution industrielle, il y a le point de départ technique qui, à un moment donné, révolutionne la manière d'envisager le monde. C'est un changement majeur dans l'état d'esprit, dans la manière de travailler qui révolutionne le langage, la manière de collaborer. Et par rapport à tous ces enjeux, la CCI, effectivement, a mis en place un programme qui s'appelle CCI Digital et qui propose un certain nombre de solutions d'accompagnement des entreprises pour leur permettre, leur faciliter la vie pour décoder ce nouvel univers. Donc on a des solutions d'apprentissage en ligne, qui est le MOOC Culture Digitale. C'est ça dont il faudra me parler un peu plus. Oui, complètement. MOOC, Massive Online Open Courses, donc c'est des solutions d'apprentissage en ligne qui permet à toutes les entreprises, qu'elles soient commerçants, établissements touristiques, industrie, TPE, PME, de s'approprier les enjeux de cette nouvelle économie. Donc stratégie de contenu, référencement, open data, prospective, commerce connecté, voilà. Parler le même langage, comprendre les enjeux, comprendre les nouveaux métiers aussi qui arrivent avec ces nouvelles, enfin cette mutation. Ça c'est un premier programme, mais on s'arrête pas là. On propose également excusez-moi, des solutions d'accompagnement là vraiment individualisées qui permet, en fonction des problématiques, de la taille de l'établissement, de faire un premier pas avec elle, avec le chef d'établissement, pour l'engager dans cette transformation de son entreprise, parce que il y a le service, mais il y a aussi l'organisation, il y a le management, ça impacte vraiment tout. Et alors, je suis une entreprise, comment je vous trouve? Comment je peux, votre MOOC, qu'est-ce que je tape sur Internet pour le trouver? CCI Nord de France et culture digitale. Vous pouvez même taper à poil sur le digital, parce que c'est comme ça que chacun se sent souvent quand on parle de ça. C'est gratuit votre MOOC ou s'il faut que je... Alors on a des solutions, on a des tarifs vraiment privilégiés qu'on a pu convenir avec notre partenaire Corp Academy. Faut savoir que c'est vraiment tout est en ligne. Ça c'est plus simple d'aller voir directement. Faut savoir que c'est un mode d'apprentissage du ressort de la formation continue quelque part, mais qui permet vraiment à tout à chacun dans un établissement, dans une structure, de s'approprier ces nouveaux enjeux. Ça, c'est une grande révolution qui est due justement au numérique. C'est-à-dire que maintenant, la formation peut se faire, vous tapez MOOC, vous cherchez ce que vous avez envie
de comprendre, d'apprendre. Et à ce moment-là, ben, vous pouvez trouver justement un MOOC qui peut vous former, vous informer, etc. Quelles sont pour vous justement les grandes tendances justement qui sont indispensables pour les entreprises qui ne veulent pas résister mais qui veulent se réinventer? Alors, excellente question parce que ce qui vient d'être dit est tout à fait essentiel sur le recrutement des talents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation est le socle absolument essentiel pour mener à bien cette transformation numérique et on manque aujourd'hui cruellement d'un certain nombre de talents. Les recrutements sont parfois exponentiels. Je peux vous dire que, par exemple, dans la région de Liège aujourd'hui, où nous avons des entreprises particulièrement innovantes en matière technologique, vous avez des entreprises qui sont passées de 100 à 200 personnes hyper qualifiées en moins d'1 an. Et donc aujourd'hui, ça pose problème en termes de recrutement. Alors parmi les grandes tendances, j'en citerai deux exemples concrets qui nous ont frappés puisqu'on vient de rentrer d'une mission en Allemagne, notamment sur l'industrie, et on a eu un certain nombre d'échanges avec des acteurs comme Siemens et autres par exemple. Alors deux exemples intéressants. Un exemple tout d'abord dans le domaine purement industriel qui est celui de la construction de moteurs d'avion. Alors vous allez me dire, oh là là, construction de moteurs d'avion sont des modèles traditionnels, etc. Savez-vous par exemple qu'aujourd'hui, Rolls-Royce ne vend plus directement certains moteurs d'avion, mais les loue à l'heure. Et donc grâce à la donnée, grâce notamment à cette utilisation fine de la donnée, à la gestion de pannes prédictives, etc., on peut facturer à des compagnies aériennes l'utilisation de moteurs sur des avions à l'heure d'utilisation. Donc c'est un changement radical de paradigme en termes d'utilisation de certains aujourd'hui actifs pour son entreprise par le numérique. L'autre exemple que je vais vous donner, c'est les rencontres improbables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre, par exemple, une entreprise qui est spécialisée en protonthérapie et une entreprise qui s'occupe de mettre sur pied des télescopes au niveau spatial très très pointus? Vous allez me dire apparemment rien. Eh bien, ce qui les unit, c'est la même précision. Dans le premier cas, il faut pouvoir frapper la tumeur à un endroit bien particulier. Et de l'autre côté, il faut aller chercher l'étoile aux confins de l'univers. Ben, ces deux entreprises, par exemple, aujourd'hui, de l'autre côté de la frontière, travaillent ensemble pour mettre au point de nouveaux produits et conquérir de nouveaux marchés. Et la dernière tendance, c'est passer, comme on l'a dit à l'instant, de cette notion de produit à cette notion de service. C'est-à-dire que clairement aujourd'hui, vous devez penser vos produits industriels, non pas comme vous le faisiez dans le passé, mais comme des services avec un bouquet éventuellement de services associés aux produits. Bien sûr. Comme la personne qui devait nous parler un peu plus de la nouvelle façon de produire avec les robots, avec l'impression 3D qui va permettre de ne plus gérer des stocks, de faire la pièce que vous voulez. Une question, il y a des Fab Labs, donc je vous conseille, dans votre région il y en a, je vous conseille d'y aller pour voir ce que c'est. Et puis ici, il doit y avoir des imprimantes 3D, donc promenez-vous pour voir l'impact que ça aura sur la production de demain. Et justement, la personne qui n'arrive pas m'expliquait que c'est un ancien ingénieur du bâtiment qui était chez Bouygues et qui a créé son entreprise il y a 3 ans. Il a créé 15 emplois, mais il est en train justement de travailler. Alors allez sur son site machine-3d.com parce qu'il est en train de travailler sur une construction demain d'un bâtiment en 3D. Alors, on a tous vu l'émission qui était passée à la télé sur les Chinois qui faisaient ça. Eh bien, vous avez une entreprise ici, elle doit être là derrière, allez la voir, qui est en train de lancer cette façon de travailler avec son produit impression 3D. Donc, l'impression 3D, ce n'est pas simplement le petit gadget à faire pour la publicité, etc. Donc, ces grandes tendances, la robotique, l'impression 3D, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors sur l'impression 3D, il est clair aujourd'hui que ce qui est véritablement nouveau, c'est sur les matériaux sur lesquels on travaille. Donc on arrive aujourd'hui à couvrir une gamme de matériaux beaucoup plus large, ce qui ouvre des possibilités quasi infinies.
Il est clair aujourd'hui que si vous rencontrez des acteurs, par exemple, j'essaye de parler de ce que je connais bien, des acteurs comme Cirrus, par exemple, de l'autre côté de la frontière, vous aurez des réalisations, notamment encore dans le domaine de l'aérospatial et de l'industrie aéronautique, extrêmement intéressantes. Je pense par exemple à la Sonaca, installée à Charleroi, qui fait notamment du rétrofit d'un certain nombre d'avions existants. C'est quoi du rétrofit? Qui permettent de mettre à jour, si vous voulez, un certain nombre, de prolonger la durée de vie d'un certain nombre d'avions existants, qu'ils soient civils ou même militaires dans certains cas. Sur la partie robotique, ça c'est une autre grande tendance, c'est ce choc de productivité qui vient notamment de la baisse des coûts de la robotique aujourd'hui. Systématiquement, on voit une augmentation, mais très très significative, du parc installé. La France d'ailleurs n'est pas le mieux placée, elle a un retard important à combler sur le plan de son équipement robotique industriel. Et si vous prenez des projections comme celle du Boston Consulting Group aujourd'hui, vous apercevez que nous sommes à peu près sur une année aujourd'hui à 200 000 unités vendues dans le monde. On sera probablement à pas loin du million en 2020. Donc on est sur des projections, et je parle encore de robots très très spécialisés bien évidemment pour l'industrie. Puis la dernière tendance, et ça rejoindra, ça fera la boucle avec la formation, c'est la partie évidemment tout ce qui est AR, VR, c'est-à-dire réalité augmentée, réalité virtuelle. Oui. Et là c'est très important pour réduire les coûts évidemment à la fois de formation et les coûts d'implémentation et surtout d'entretien d'un certain nombre de produits sur des sites industriels. Aujourd'hui, globalement, Siemens, par exemple, dit qu'avec des technologies de ce type-là, il arrive à gagner 10% de productivité très très rapidement sur les sites où il déploie ce genre de simulation virtuelle, et que globalement, on gagne 80% du temps en implémentation réelle dès lors qu'on a déjà virtualisé, par exemple, non pas seulement la conception, mais l'installation et l'utilisation de la machine. Bien sûr. Une chose en ce qui vous concerne, donc beaucoup de personnes font des sites internet, on sait tout ça, mais qu'est-ce qui fait que votre entreprise peut leur faire gagner de la visibilité, peut-être des ventes, si c'est des sites e-commerce, etc. Qu'est-ce qui inciterait les entreprises à aller vous voir? Ce qui fait le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas conçu un produit. On a conçu des prototypes. Et ces prototypes, on les a créés avec nos clients. Oui. C'est-à-dire, on lance un prototype, les clients nous donnent le retour et on améliore le produit. Là, on en est à la 10e version du logiciel en 2 ans. Ce qui veut dire que c'est finalement un produit qui est un peu collaboratif, déjà. Ce qui permet d'avoir une vision... Collaboratif, qui est le grand mot, justement, dans la nouvelle façon de travailler avec le numérique. Oui, tout à fait. Ce qui nous permet d'avoir vraiment un produit 360 degrés qui prend les besoins de tout le monde, que ça aille de la petite PME au grand groupe. On a dans nos clients des gens comme le ministère de l'Immigration des États-Unis, par exemple, où on a des grandes sociétés comme Leclerc, où on a la petite boulangerie du coin qui veut faire son site internet. Oui, parlez-moi aussi des petits un peu, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les petites PME, c'est les TPE qui doivent se transformer. Je rappelle que c'est quand même 90% du tissu économique en France. Et qu'est-ce qui va leur donner l'envie de se réinventer et de ne pas résister? Pour le moment, beaucoup sont encore dans la résistance. On le constate tous les jours sur le terrain. Donc, moi, je pense que la difficulté pour elles, c'est que c'est le big data. On parle tout le temps de big data, il y a plein de données, il y a plein d'informations, elles sont totalement perdues. Elles ont besoin d'être guidées et de savoir où est-ce qu'elles se situent finalement dans l'Internet. L'Internet, c'est très très vaste, très très flou. Il y a plusieurs milliers de sites Internet qui sont créés chaque seconde. Nous, on leur apporte des outils pour elles savoir l'axe unique sur lequel elles doivent travailler. Ça ne sert à rien forcément de refaire un site internet. Il y a peut-être juste 2-3 réglages à reprendre derrière. On a été contacté par exemple en décembre par Google US qui nous a dit « Waouh, super votre produit, sympa, on aimerait bien le proposer à nos agences américaines ». Donc on a même été recommandé par Google, qu'on voyait plutôt comme un grand méchant monopole. Oui. Et finalement, ils trouvent notre produit plutôt sympa. Donc ça nous confirme un peu nos convictions sur la volonté de vouloir finalement avoir un outil qui va améliorer le web d'une manière qualitative. Pardon. D'accord, je regardais, ce sont les officiels qui passent, donc la visite n'est pas terminée. Bon, donc, pour le moment, ce qui est bien à dire, donnez votre adresse, votre URL pour que les gens puissent vous trouver. Soyons très pratiques. Vous tapez analyse de site partout dans le monde, on est premier de toute façon. Voilà, d'accord. Vous,
en ce qui concerne justement ce côté nouveau, cette rupture pour les entreprises, qu'est-ce que vous diriez pour qu'une entreprise y aille, elle se réinvente? C'est vital, en fait. C'est vital et juste pour revenir sur votre précédente question, je pense que l'un des principaux freins des TPE et de certaines PME, c'est la peur par rapport à, oui, c'est la peur. Par rapport à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on parle. Ce que je disais tout à l'heure, on ne l'a pas appris à l'école. C'est pas dans notre système de fonctionnement, et c'est cette angoisse par rapport à un inconnu dont quelque part insondable. Et du coup, parce que on a clairement identifié que c'était l'enjeu aujourd'hui, c'est même pas l'enjeu de demain, c'est l'enjeu aujourd'hui, de positionner cet élément-là au cœur de la stratégie des entreprises, que oui, on se mobilise pour mettre tout en œuvre pour les accompagner dans cette transformation de leur business model, parce que derrière, évidemment, c'est des modèles économiques, des pans entiers de modèles économiques qui tombent. Les commerces ne peuvent plus envisager leur relation client comme elles l'envisageaient même il y a 5 ans, il y a 10 ans. Enfin, effectivement, c'est un changement qui est aussi rapide que brutal. Et c'est tout le tissu économique et c'est tout le tissu social aussi qui dépend de ça. C'est pour ça qu'on en fait effectivement un enjeu qui est au cœur de nos préoccupations. Également sur le volet export, puisque être performant et compétitif sur ces aspects-là, c'est rayonner, c'est être attractif, et évidemment il y a un vrai avantage pour notre région à être positionné au niveau international sur ces domaines-là. Bon, CCI International passera cet après-midi dans les allées pour identifier les meilleures solutions exportables, et c'est un appel qu'on passe et qu'on crie. Mobilisons-nous. Donc aujourd'hui, quand je disais c'est résister ou réinventer, enfin, c'est Michel Serres qui le disait, c'est pas moi, mais enfin, je le redis, c'est plutôt mourir. Si vous ne vous réinventez pas, c'est la mort. Et je reprends des grands exemples de gens qui... On a tous suivi le problème des taxis, qui ont résisté. Et puis Uber est arrivé grâce au numérique. Donc, et maintenant, après avoir résisté, après avoir freiné, eh bien, on vient de leur créer une plateforme qui fait la même chose qu'Uber. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est quand même encore des fonds publics qui vont marcher. Et on y est arrivé, alors qu'il y a 3-4 ans, ils auraient pu le faire. Les taxis bleus, tous ceux qui justement vivaient, l'ancien monde qui vivait là-dessus. Et c'est cet ancien monde qui ne s'est pas réinventé et est arrivé. On peut dire pareil du tourisme de BNB, on peut dire pareil de Blablacar, Blablacar, c'est un bel exemple de société française qui a réussi. Donc, si on résiste, on ne réinvente pas justement sa stratégie, sa façon de faire, de commercialiser, de travailler, de collaborer, de commercer, de produire, eh bien, on risque à presque 99,9% de mourir. Est-ce que vous êtes d'accord, les trois, là, puisqu'il va falloir qu'on termine? On va donner un message d'espoir quand même, et dire qu'on va vivre, surtout par les temps qui courent en ce moment. Je vais vous donner un tout dernier exemple très concret de PME, puisque ça a été dit tout à l'heure. Je crois qu'on cite souvent des grands noms industriels, mais il faut pas croire que c'est réservé aux grandes entreprises. C'est pas du tout le cas. Même en matière industrielle, il y a des choses très intéressantes à faire pour des PME, et je me tiens à la disposition des participants pour leur donner des exemples. Je vais vous donner un exemple dans le commerce connecté que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Un marchand de chaussures qui décide de se réinventer par la robotique. Un magasin de 1500 mètres carrés et une robotisation complète des stocks. Ce qui lui permet de proposer aujourd'hui 30 000 paires de chaussures, ce qui lui permet de sortir et de rentrer 1000 paires à l'heure entre les stocks et le magasin,
ce qui lui a coûté 3 millions d'investissement, 3 millions d'euros d'investissement, et globalement la partie, tout compris, hein, et globalement la partie robotique compte pour un peu moins de la moitié. Il estime que globalement ça lui permettra d'économiser 10 équivalents temps plein en matière de stock, mais ce qu'on perd en emploi dans ce domaine-là, il le regagne en vente, c'est-à-dire en service, puisqu'il a été capable de recruter plus de 20 vendeurs et d'offrir un service aux clients inégalé par rapport à tous ses concurrents qui, là, pour le coup, dans la ville d'à côté, sont en train de mourir, comme le centre-ville. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple extrêmement parlant. Et il a trouvé ces robots en Italie. Ces robots ont été adaptés par une société anversoise qui est spécialisée sur les déchargements de bateaux et robotisation en matière de gestion des ports, et qui a été adapté à la robotique. Tout le monde lui avait dit que c'était impossible. Il a persévéré, il l'a fait, il est vivant et surtout il est plus fort. Et bien sûr, bien sûr. Bon, la note d'espoir, ce qui est va dans la lignée de ce que vous venez de dire, c'est que finalement c'est l'idée du collaboratif, c'est que c'est une révolution qui permet plein de possibles, plein de partenariats, plus que de se penser en concurrent, notamment je pense effectivement au commerce, qui souvent pense Internet en concurrent, mais en fait Internet et la révolution numérique qui y est liée permet de profiter de nouveaux usages de consommation et de redynamiser même parfois certains centres-villes, parce qu'on sait que la consommation de proximité, le sens dans la consommation de tous les jours est aujourd'hui au cœur de beaucoup de préoccupations, et Internet et la révolution numérique permet et facilite l'essor de ces usages. Bien sûr. Permet de redynamiser même le commerce de centre-ville. C'est une opportunité en fait, mais il faut penser différemment les choses. Voilà, donc d'où l'importance de la formation, de la sensibilisation pour exactement. Y aller, mais de la curiosité, parce que la curiosité eh bien, génère l'envie de découvrir, et en découvrant, eh bien, on crée la preuve. Un mot pour terminer. Alors, se réinventer ou mourir, je suis tout à fait d'accord, et je voudrais juste rajouter que pour se réinventer, il faut aussi avoir accepté de faire des erreurs. Les grandes boîtes qui ont réussi se sont plantées pas mal de fois, et ça c'est un problème très très français, ce qu'on va avoir terminé avant d'avoir commencé. Nous, on a réussi parce qu'on a fait un premier prototype très rapidement. En start-up, on a un slogan qui dit « Si tu n'as pas honte de ton produit quand tu l'as lancé, c'est que tu l'as lancé trop tard ». Donc, il faut lancer plein de produits et voir les réactions du marché. Et c'est comme ça qu'on construit une innovation et un produit qui répond vraiment à l'attente du client. Et c'est comme ça aussi nous, on apprend. Parce qu'on a été éduqués à ne pas avoir le droit à l'erreur. C'est win-win. Vous donnez, vous récupérez, enfin, on vous donne et voilà. Et on avance comme ça. Mais je vais vous dire, si on regarde l'être humain, on apprend à marcher comment ? On ne nous dit pas pour marcher, tu mets un pied, à 2 mètres plus loin, tu mets autre chose, etc. On apprend, on tombe, on se relève, on apprend à marcher en marchant. Donc, on apprend à parler en parlant. Donc, venez là, pour la fin. Je voudrais vous donner la parole. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, c'est cette méthode qu'il faut faire aujourd'hui, car le numérique, c'est nouveau. Si on ne se lance pas, eh bien... d'autres se lanceront à notre place. Ravi de vous avoir. Je vous ai présenté, j'ai déjà dit ce que vous avez fait, mais parlez-nous un peu plus de vous dans le domaine de votre... j'ai parlé de la construction de la maison, dont vous m'aviez parlé un petit peu. Oui, alors nous, Machine 3D, on développe des solutions d'impression 3D. On vend des machines, on forme les gens à s'en servir, et surtout ce qui est assez notable, c'est qu'on essaye d'appliquer l'impression 3D dans des secteurs sur lesquels on avait des compétences par nos activités précédentes, et en l'occurrence pour ma part c'était le bâtiment. Donc on a lancé Construction 3D, qui est un projet d'impression de bâtiments et qui a vocation à essayer de changer la donne, pourquoi pas au niveau mondial, ou en tout cas à inspirer le plus de gens à suivre notre façon de voir les choses en imprimant tout simplement des maisons. Comment ça marche? En fait, on a un système, il est en démonstration là-bas. On pourra aller le voir voilà, tout à l'heure. Et vous avez la vidéo qui vous montrera en gros un compas qui dépose de la matière. Alors pour l'instant, c'est du béton.
Et l'enjeu, c'est d'utiliser un matériau, évidemment, troisième révolution industrielle, le plus cycle court possible. Donc, on va essayer de s'affranchir très vite du béton et de passer à des matériaux comme la terre, pourquoi pas, hein, y a des solutions. Et du coup, d'imprimer de manière automatique des structures. Et si on fait les calculs aux vitesses de la vidéo que vous voyez là-bas, en gros, en 24 heures, vous pouvez imaginer construire une unité de vie de 10 mètres par 10 mètres. Donc ça peut changer un peu la donne au niveau mondial si on sérialise ce type de machine. J'ai ça au début où j'ai commencé à restaurer ma vieille ferme. Alors, on a beaucoup de demandes de particuliers. Alors évidemment, c'est pas en France que ça va se faire au départ. Au moins dans les 5 à 10 ans à venir, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de règles de construction, de normes et de choses qu'il va falloir passer pour rassurer et puis montrer que c'est possible. Et donc du coup, nous, notre fusil, c'est de se dire que ça doit servir à l'être humain en premier, Oui. que ça doit aider l'homme à se loger tout simplement. Et voilà, c'est la démarche RSE de notre entreprise. Nous, on vit pas de ça, on vit vraiment de l'activité des imprimantes petit format. Oui. Et c'est parce qu'on a compris des choses intéressantes dans les imprimantes de petit format qu'on se permet de le faire sur des grandes et pourquoi pas dans le bâtiment. Vous, impression 3D, vous vendez les imprimantes, hein, c'est ça? Oui, On oui. peut trouver une imprimante 3D pour une petite entreprise ou pour un particulier à partir de combien maintenant? Alors pour les particuliers, il y a une boîte qui est experte de ça qui s'appelle Dagoma et qui est de mais Tourcoing. c'est pour un prix. Et oui. c'est 300 €, donc ils sont aussi sur le salon. Et chez Machine 3D, nous on s'adresse plutôt aux startups, PME, on a des particuliers, mais notre secteur c'est les écoles et les semi-pros et les pros. Nous on travaille entre 1000 et 10 000 €. Et après, il y a des machines beaucoup plus chères, mais en fait, les modèles sont vite transformés et les produits tombent très vite, les vitesses augmentent. Et en fait, ce qu'on constate, c'est un peu le numérique, ce que vous avez connu sur Internet. L'impression 3D fait exactement la même chose dans l'autre sens. On a une boucle de troisième révolution industrielle qui est là. On a créé du numérique et maintenant on l'imprime. Oui, d'accord. Et en fait, on se retrouve avec les prix des imprimantes 3D, comme avec les micro-ordinateurs, comme avec le téléphone, la téléphonie mobile, etc. Très, Tout à très fait. bien. Eh bien, heureusement que vous êtes arrivés, hein, pour conclure, parce qu'il faut qu'on arrête. On vous remercie bien. Il y a une chose que je voulais dire. Vous avez le hub transition numérique qui se trouve juste derrière vous, là-bas, qui présente les 7 piliers de la transition numérique. Et vous avez ici un centre de référence transition numérique, qui est la CCI Grand Hainaut, qui se trouve aussi à l'entrée avec la CCI Nord-de-France. Voilà, donc si vous avez besoin d'informations, je vais terminer aussi en disant que vous avez écrit aussi un livre, si je me trompe. Merci, oui, Voilà. oui qui concerne la transformation digitale, tout à fait. Alors, le titre, Qui s'appelle, alors il est consacré à la transformation digitale par le mobile et il s'appelle l'Instant Mobile, voilà. et quel éditeur? Edipro, éditeur indépendant à Liège, est D'accord. disponible sur toutes les bonnes plateformes. Très bien. Vos sites, parce que vous êtes arrivé après, votre site, il y en a 3, allez-y. Oui, alors c'est facile, c'est machine avec un s-3d.com, robot avec un s-3d.com et construction avec un s-3d.com. Voilà. Voilà, je vous remercie parce que c'est enregistré, donc il fallait que j'ai la totalité. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, vous pouvez aller déjeuner, on vous libère. Merci, au revoir.